Bruno Sulac était beaucoup plus qu'un activiste, un artiste. 4 minutes plus tard, il a pris 4 milliards de bijoux, il y a un hélicoptère qui l'attend pas loin, il s'en va, on le cherche, on le trouve pas. À la fin de sa garde à vue, il nous a dit de toute manière, je vais m'évader. Puis celui-là qui n'était pas fait pour être en cage, ce garçon. Quand il était incarcéré, son esprit était déjà en dehors de la prison. On serait dans un film, on dirait « Waouh, c'est super beau quand même ». En fait, c'était pas un truand, quoi, faut être clair. C'était un aventurier. Mais c'était quand même un voyou, quoi. En ce mois de décembre 1983, un soleil de feu tombe sur les rues de Rio de Janeiro. À la terrasse d'un café, un jeune homme de belle allure, sportif, est en train de boire un café. Ce garçon dégageait un charisme naturel qui faisait que les gens s'intéressaient très rapidement à lui. Il ne pouvait pas rentrer dans une pièce sans que les gens se retournent. Mais quand je dis les gens, les hommes, les femmes, vraiment, il y avait quelque chose de vraiment spécial chez lui. C'est un beau garçon, celui-là. Il faut voir des photos, il est magnifique. En plus, quand il est un peu bronzé, c'est un beau moment. Et il ne se rend même pas compte qu'un petit gamin, tout près de lui, est en train de tirer sur sa manche. D'un coup, il se rend compte que le gamin est là, il le regarde, il a l'air d'un homme de 8 ans. Il a dans sa ceinture, à la dure, un paquet de cigarettes, et il comprend que le gamin veut un peu d'argent, quoi. C'est un de ces milliers de gosses, des mendiants de Rio de Janeiro, qui écument les rues. Il lui donne de l'argent. À peine a-t-il mis les billets dans la main du gamin que ce dernier s'en empare comme s'il venait de les voler quasiment, et il part en courant. L'homme le regarde et le voit partir à toute vitesse. Il le voit passer devant un bus. Et puis d'un coup, il entend un fracas et il voit une scène horrible. Le gamin est percuté par une voiture. L'homme se lève, se précipite et voit l'enfant à terre, gisant dans son sang, mort. Il tient toujours, passionnément serré dans sa main, la petite liasse de billets qu'il lui a donnée. Et il voit alors un policier qui s'avance et qui, sans ménagement aucun, arrache de sa main l'argent qui lui avait été donné. L'homme, à ce moment-là, a envie de pleurer. Il pleure des larmes solitaires qui vraiment en étonneraient plus d'un. Parce que cet homme qui est en train de pleurer sur la mort d'un enfant des rues, c'est un personnage dont on n'imagine pas qu'il puisse exprimer discrètement, secrètement, une telle sensibilité. Cet homme, Bruno Sulac, va entrer dans l'histoire du banditisme. Et il va consteller toute son aventure criminelle de milliers d'instants où il y aura à la fois inscrit dans sa vie la violence, la brutalité, la malhonnêteté, mais aussi, comme un éclairage venu de l'intérieur, ce je ne sais quoi d'humanité particulière où en permanence les ombres et les lumières se livrent un combat de titans. Un peu la Robin des Bois, quoi. Encore Arsène Lupin. Pour tous ceux qui ne l'ont pas connu, en tout cas. On est vraiment exclusivement dans le fantasme. On le voit arriver quasiment avec les Ray-Ban et la Ford Mustang des années 80. C'était un voleur bien élevé, gentil avec les vendeuses. Vous savez, il y a des êtres qui ont cette capacité à faire sortir de vous le meilleur, en fait. Mais c'était quand même un voyou, quoi. Et d'autres qui ont malheureusement cette capacité de faire sortir de vous le pire ou le plus sombre. Et on a tous une part sombre et une part lumineuse. C'était un peu la vieille génération, les vieilles méthodes, à la Arsène Lupin. En fait, c'était pas un truand, quoi, faut être clair. C'était un aventurier, voilà, c'est tout. Bien que né en 1955 à Sidi Bel Abbès, pays des légionnaires, Bruno Sulac a grandi à Marseille.
Il habitait une cité pas très loin du quartier de la Cayolle, célèbre pour ses bandes déjà signalées dans les années 70. Il n'y a pas d'éléments, en tout cas, dans la vie, dans l'enfance, dans l'éducation, qui pourrait faire dire oui, là, il y a eu une vraie rupture. Le passage à la délinquance de ce garçon était étonnant. Il était très étonnant. Un événement dans l'enfance de Bruno Sulac va marquer son destin. À l'âge de 15 ans, il vole dans sa cité un vélomoteur. Comme il a une vie un peu tourmentée, sous l'influence de son père, un ancien légionnaire, il s'engage dans l'armée. La marine, pour lui, c'était pas la marine parce que c'était les militaires, c'était voir le monde. Mais voilà qu'un jour, la vieille affaire du vol du vélomoteur a soudain ressurgi. Un juge a retrouvé sa trace à l'armée et a téléphoné pour signaler qu'il y a, sous l'uniforme, un petit voleur. C'est tombé à un moment où le juge a eu envie de faire un exemple et il le lui a dit. Et voilà pourquoi, pour la première fois de sa vie, ce gamin, qui était heureux d'être sous l'uniforme, qui ne donnait aucune raison d'essuyer aucun reproche, se trouve, pour une histoire d'enfant, pour une affaire qu'il avait oubliée, rattrapé, chassé et finalement puni. Je pense qu'il avait pris conscience très vite et très tôt du fonctionnement de notre société. C'est vrai que la révolte, le sens de la justice, de l'injustice, c'était quelque chose qui était déjà très présent dans son esprit. Le voilà de nouveau livré à lui-même, à Marseille, et comme il sent qu'il va probablement recommencer à faire le con s'il ne s'enferme pas dans une discipline, il s'engage, sous l'influence de son père, dans la prestigieuse Légion étrangère. Il est à Calvi, avec ses copains de la Légion étrangère, sous l'uniforme, tout va bien. Il a une permission, mais qui est assortie d'une obligation, celle de ne pas quitter la Corse. Et pourtant, il a très envie de revoir son père, sa mère, ses sœurs, son frère. Ce sera toujours chez lui comme un appel irrésistible. Sulac avait une relation absolument fusionnelle avec sa mère. Il est très très proche de sa famille, et de ses sœurs en particulier. Il les a jamais laissés tomber. Jamais. Alors il décide, enfreignant par là l'ordre qui lui est donné, de profiter de sa permission pour aller voir ses parents à Marseille. Et le dimanche, alors qu'il doit rentrer impérativement en Corse par l'avion, il part trop tard. Le lendemain, il apprendra que son régiment s'en est allé pour sauter sur Colvézi. Il vient de rater un de ses rêves, sauter sur un vrai champ de bataille. Il ne pouvait pas imaginer repartir dans la Légion, se retrouver en face de tous ses amis et lui avoir déserté à ce moment-là. C'est un problème d'abord de son image personnelle. C'est un type qui est narcissique. Il devient à tout jamais un déserteur. Il vit maintenant à Périgueux, apparemment dans une vie paisible. Il décide de se marier, donc à la mairie, officiellement, sous son vrai nom. Mais ce que tout le monde ignore, c'est qu'il a décidé, avec son beau-frère, de braquer à Albi, un supermarché, un mammouth. Moi, je le connais comme étant un braqueur de supermarché, mais qui est un beau braqueur déjà, parce que les braquages sont propres, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence inutile, et c'est très bien préparé, très bien organisé. Il est romantique, il est un peu puéril, il veut de la violence, il fait de la violence, parce qu'un braquage c'est de la violence. Et en même temps, il ne voudrait pas que ça aille trop loin. Bruno préfère partir, si vous voulez, et ne pas amener l'argent plutôt que d'exercer des violences. Son beau-frère s'en va se réfugier à Marseille, et lui, muni des armes qui ont servi au braquage, de l'argent, des chèques, dans un sac plus précisément, qu'il a posé à l'arrière de son véhicule, s'en retourne chez lui à Périgueux. Il s'en va chez ses beaux-parents, prend en charge sa femme qui l'attend, et le couple se dirige tranquillement vers le domicile conjugal. Dans la lumière des phares, à peine s'approche-t-il de la maison, qu'il voit se dessiner la silhouette
de 2 gendarmes qui l'attendent. Il gare le véhicule, baisse la fenêtre et il demande aux gendarmes timidement « Qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit simplement « Vous êtes Bernard Suchon ?» C'est son nom de légionnaire. Évidemment, il répond « Oui, vous êtes déserteur. » Et d'un coup, Bruno comprend. Il répond « Oui, je suis déserteur. » Parce qu'en fait, ils sont venus l'arrêter par rapport à la Légion. Il n'a qu'une inquiétude, vous vous en doutez, c'est que les gendarmes s'intéressent à son sac. Et effectivement, il se fait arrêter avec le sac, avec les chèques, enfin bon. Bruno est maintenant incarcéré à la maison d'arrêt d'Albi. Depuis qu'il a entendu le premier bruit de clé dans une serrure qui se refermait sur lui, un mécanisme à retardement s'est déclenché dans sa tête. Je vais m'évader. C'était pas possible qu'il reste en prison, c'était impossible. C'était un oiseau. Je crois que si j'étais en prison, c'est la seule chose à laquelle je penserais. La prison, c'est très difficile. Et celui-là qui n'était pas fait pour être en cage, ce garçon. C'était un garçon qui avait besoin de soleil, de lumière, mais en même temps d'action. Quand il était incarcéré, son esprit était déjà en dehors de la prison, était ailleurs. Il faut laisser suffisamment d'imagination aux gens qui sont en prison, de manière qu'ils pensent qu'ils ont la possibilité de s'évader. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des murs trop hauts, de manière qu'ils pensent qu'ils puissent les franchir. C'est ça qui aide à supporter la prison, parce que sinon c'est l'enfer. Un jour, au parloir, alors que sa sœur est venue le voir, gentiment, il lui dit « Est-ce que tu pourrais m'apporter du fil invisible, du fil de pêche ?» Pourquoi faire du fil de pêche? Ah ben j'ai besoin de fil de pêche pour faire... Honnêtement, il ne nous a pas dit « je vais m'évader, passez-moi le fil de pêche ». En tout cas, je ne m'en souviens pas. Et pendant les longues heures d'enfermement dans la cellule, après avoir, par des moyens qu'on ignore, recueilli une bougie, collectionné des fourchettes, il fabrique à l'aide de son fil invisible, de son fil de pêche, de ses fourchettes, de ses draps, une espèce de grappin. Alors le grappin aux fourchettes, je pense que ça pourrait devenir une légende, mais je ne sais pas du tout comment il a fait. Il se fait remettre une scie qui va lui permettre, une nuit, à la lumière tremblotante d'une bougie, de scier le dernier rempart qui le sépare de la liberté. Une fois les barreaux sciés, il descend le long du mur à l'aide des draps et des couvertures. Il court à travers l'espace qui le sépare du mur d'enceinte et là, en essayant de ne pas faire de bruit, il jette son grappin et à la force de ses poignets, il se hisse au sommet du mur et là, il se jette du haut d'un mur qui doit faire à peu près 6 mètres de hauteur et il réussit le coup de se réceptionner sur le sol. Il est dans la rue, il voit les phares d'une voiture qui lui font un clin d'œil. Il se précipite. À l'intérieur, il y a son vieux pote Drago, un ancien légionnaire. Il s'installe. Et alors que la prison dort encore du sommeil des enfermés, eux, dans la bagnole, s'en vont vers la liberté. C'est évident, si vous voulez, que l'évasion à l'époque était davantage qu'aujourd'hui considérée comme un des droits fondamentaux du détenu. Au moment de cette première évasion, je me dis, écoute, bien joué, pourvu qu'ils ne se fassent pas reprendre et qu'ils partent et qu'ils ne reviennent plus. L'évasion de Bruno s'étant produite dans des conditions sans aucune violence, de mon souvenir. Je crois que le seul événement, si vous voulez, c'était un bris d'une fenêtre ou d'une grille. Cela n'a pas créé, si vous voulez, une perturbation extraordinaire dans l'opinion publique. Les deux hommes décident, dans un premier temps, avant de s'éloigner un peu plus, de tenter le diable et de continuer à vivre quelques semaines à Montpellier. Là, dans une boîte de nuit, il va découvrir Thalie. Elle était vraiment la femme qu'il aimait. Ils ont vécu une passion absolument magnifique et une aventure magnifique. Sur la recommandation de Drago, qui est un Yougoslave,
Bruno Sulak fait la connaissance d'un personnage, il se nomme Steve. Steve, c'est un grand Yougoslave, un beau mec, un grand mec, très costaud, qui doit faire 1m95, qui a la tête un peu d'un ancien boxeur, il a fait de la boxe. C'est un mec qui parle avec un accent, trentaine d'années, 32 ans, qui dégage une grande force, grand calme. Je m'appelle Michel Zivkovic. Je suis le frère cadet d'un homme peu commun qui fut le parrain du milieu yougo des années 80, connu comme Steve. Quand il a rencontré Steve, il a su tout de suite que c'était possible. Steve avait besoin d'un homme comme Bruno dans sa vie. Ils étaient tellement semblables, mais Steve ne s'était pas découvert encore. C'est avec l'aide de Bruno qu'il a finalement découvert l'homme qu'il était. C'est une relation d'homme et de militaire. Sulak devient le chef. La confiance, il avait décidé de l'accorder en fonction de ce que lui allait ressentir. À Paris, la vie est belle. Pourtant, il va décider de retourner à Montpellier. Parce qu'il y a là-bas un ami, un dénommé Secreto. Je les imagine en train de se dire, lui disant il y a un truc qu'il faut que je fasse d'abord, hein, avant qu'on fasse quoi que ce soit. J'ai promis à un mec quand j'étais en prison. Mais quel mec? Mais d'où tu le connais? Ben, je le connais comme ça, mais bon, c'est ma parole. Je lui ai donné ma parole que si je réussissais à sortir, je venais le chercher. Avec Drago, Steve, avec Tali qui conduit la voiture, ils se rendent à la maison d'arrêt de Montpellier. Ok, allons-y, mais on va faire comment? Ben, on va rentrer par la porte. Ils s'installent dans la foule qui est piétine et qui attend. Et donc ils sont passés dans le flot, ils ont mis des cagoules et ils ont maîtrisé les gardiens, ils connaissaient les lieux très bien, pas de problème, on monte, on va à la cellule, on le sort, on l'emmène et voilà. Ils font un véritable hold-up de prisonniers. Les gardiens braqués ne peuvent que lever les mains et ils enlèvent Segreto de la maison d'arrêt comme ils auraient enlevé des lingots d'or d'une banque. Leur méthode était très osée et même provocatrice. Ce n'est ni plus ni moins un braquage de prisonniers avec en guise de butin le camarade auquel on offre une évasion. Et voilà que sur la route de Bruno Sulak, dans la descente des airs où le parachutiste s'amuse, se déploie un aigle de la police. Moréas. Il est le patron de l'OCRB, l'Office central de répression du banditisme. On suivait toutes les affaires qui se passaient sur toute la France, des affaires de banditisme, et là en l'occurrence c'était des vols à main armée. Et donc on avait petit à petit arrivé à faire une synthèse, on était arrivé à faire une synthèse en partant du principe que c'était les mêmes individus qui commettaient telles affaires. Bruno s'attend à tout, sauf à rencontrer sur son chemin un homme aussi intelligent que lui. Quand on a réussi à identifier Sulak sur des affaires, à ce moment-là, j'ai demandé à ce que tout soit centralisé à la CRB. Et donc ça devait être début 81, je pense, et on a commencé à le chercher sérieusement. Il sort le soir, notamment dans les boîtes des Champs-Élysées, où il nargue un peu Moréas à l'époque. On entendait souvent parler de lui, on ne l'entendait pas souvent parler. Voilà, la différence était là. On l'a entendu tranquillement, et puis on l'a arrêté gentiment, quoi. Puis il a dit « je suis marron » ou un truc comme ça, quoi. Bon, voilà. Je suppose, de ce qui nous a été raconté, que leur discussion au moment de l'arrestation a dû très vite montrer à l'un et à l'autre qui ils étaient, quel type d'hommes ils étaient. On a eu des relations qui étaient des relations, je sais pas, truands, flics, quoi. Je veux dire, on travaille finalement dans le même créneau, chacun d'un côté d'un trottoir. Il avait dit ça, je vous le dis. Après, c'est pas la peine de m'embêter. Je ne vous dirai rien. Il n'est pas patron de l'OCRB pour rien. C'est quelqu'un qui connaît les hommes et qui connaît ce monde des voyous. Donc il fait très vite la différence au moment où il rencontre Bruno. Sulak reconnaît les faits, mais il ne veut surtout pas que Tali, son ami, puisse être impliqué dans l'affaire.
Elle porte des faux papiers. Moréas se doute bien qu'elle est impliquée dans les affaires et il n'aurait pas beaucoup à tenter pour obtenir qu'un juge d'instruction la mette en prison. Sulac va dire à Moréas, « Je parle, je te donne le maximum de coups que j'ai faits, je t'en donne plus que tu n'en sais, plus que tu ne pourras jamais prouver, mais à une condition, tu tires d'affaire ta lie. » Je crois que Moréas, en plus, est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais vraiment. Il sent bien que le cercle est assez restreint, en fait, autour de Bruno, et que c'est de lui qu'il va pouvoir obtenir le maximum. Il allume une cigarette, il en tire quelques bouffées, prend le faux document entre les doigts de sa main, allume le briquet et brûle le document. Elle est quand même ennuyée, hein. Il la laisse pas repartir comme ça dans la nature, mais le fait qu'elle ait eu des papiers belges au lieu d'avoir des papiers français, que ce soit des faux papiers, ça lui apportait pas grand-chose par rapport à ce que Bruno lui a donné. Sulac, il avait fait tant de vols à main armée et qu'il allait présenter à un juge d'instruction, à plusieurs d'ailleurs, et qu'il allait aller en prison, qu'après il serait jugé. C'était ça, nous. Alors qu'il parte avec sa montre ou que sa nana parte pour une histoire de faux papiers où elle va prendre 3 mois de prison avec sursis, on n'en a rien à cirer, quoi. Bruno arrive au tribunal pour y être jugé. Et soudain, Bruno a l'impression que l'un des avocats le regarde. Il essaye, à un moment donné où personne ne l'observe de trop près, de bien dévisager l'avocat et il découvre Steve. Il a réussi à entrer dans le prétoire habillé en avocat. Il a bien l'intention de braquer les magistrats et de faire évader son copain. Pourtant, ça ne se produira pas. L'un des avocats de Sulac a compris et ne veut en aucun cas qu'on vienne braquer un magistrat. Alors l'avocat fait demi-tour, s'en retourne, caché sous sa robe noire qui dissimule un fusil à canon scié, et Bruno se dit qu'il ne pourra pas, ce jour-là, s'évader. Le procès a lieu. Et le voilà avec son ami Drago, qui est jugé en même temps que lui, sur le quai de la gare, entouré de gendarmes qui constituent l'escorte. Les gendarmes tiennent à l'écart les curieux, à l'exception d'un individu qui a l'air complètement farfelu, une espèce de hippie aux cheveux longs. Le hippie s'approche d'eux, bouscule même un gendarme, histoire de bien se faire remarquer par Bruno et Drago, qui soudain découvrent sous la perruque du hippie interchangeabilité extraordinaire. L'avocat de tout à l'heure, armé d'une guitare, Steve. Le train démarre emportant les gendarmes, les prisonniers et le hippie. L'un des deux voulait aller aux toilettes et au moment où la porte est ouverte, eh bien, il y avait 2 individus qui sont rentrés dans le compartiment. Steve et un complice, ils ont braqué donc tous les gendarmes, pris leurs armes et ont libéré Bruno. Drago a décidé de ne pas partir parce que bon, il y avait une peine qui était très minimale et donc il a décidé de rester. Ils actionnent le signal d'alarme, ils descendent en pleine campagne, ils prennent une voiture. À la fin de sa garde à vue, il nous a dit de toute manière, je vais m'évader. Il fonce vers Montpellier, prenant à contre-courant les policiers qui ne peuvent s'imaginer qu'effectivement il est là-bas. 1001 fois, il a dû réfléchir au jour où Steve allait venir pour le faire s'évader et comment les choses allaient se passer. Donc là, effectivement, plutôt que de s'enfuir, il se dit on va revenir au point de départ, les flics n'y viendront pas. Bon, c'est sûr que s'il y avait eu 2 gendarmes au tapis, on ne serait pas marré, je veux dire. Mais là, finalement, ça s'est plutôt bien passé. L'automobiliste qui a été pris en otage, je crois que ça s'est bien passé aussi, tout ça. Donc, bon, bah voilà, il s'est tiré. Bah, il l'avait dit, hein. Tu vois, il l'avait dit. En réalité, il est lassé. Il a un peu fait le tour du monde, des petits métiers du braqueur, et il décide de se lancer dans l'agression de bijouterie. Il a enfin trouvé le bon équilibre, c'est-à-dire ne pas voler n'importe quoi, ne pas le voler n'importe comment, et essayer en plus d'y ajouter la touche d'humour. Il y a eu une sorte d'évolution dans ce qu'il a fait. Entre braquer une grande surface et se faire cartianiste, je veux dire, il y a quand même une démarche différente, quoi. Il a commencé à s'amuser à partir des bijouteries. Celui-là qui avait bon goût, il aimait Cartier.
Mais l'intérêt de la joaillerie de marque, c'est que c'est facile à transporter et à revendre. Il va même avoir le culot de braquer une bijouterie le jour du voyage d'Helmut Kohl à Paris. Il y avait des CRS, des gendarmes, des policiers de Paris. Toute la rue était bouclée. Et là, cette idée-là n'a fait qu'exciter, et véritablement au point de l'obsession, de dire si je commettais un cambriolage devant le président de la République et le chancelier allemand dans la rue de l'Élysée. On pourrait croire que Bruno Sulac est dépendant des excitations que la cambriole lui procure. Il y a aussi l'adrénaline, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il n'a plus besoin de monter au braquage. Mais il y a le fait que... Il y a ce jeu avec la police, il y a le fait qu'il appelle Moréas, il y a le fait qu'il est en cavale. Il est considéré comme l'ennemi public numéro 1 à l'époque. Et donc personne ne peut l'attraper. Et il veut toujours prouver qu'il va être le plus fort. Il veut narguer un peu. On est dans ce cadre-là à la fin. C'est quelque chose qu'il n'avait pas, je crois, au départ. C'est cette volonté de briller en quelque sorte. Quand il dit l'argent ne sera jamais prétexte à quoi que ce soit, c'est réellement vrai. La seule chose qui est vraie aussi, c'est que quand on est en cavale, on ne peut pas être en cavale et avoir 2 € en poche, 2 francs à l'époque. C'est impossible. Et il accepte même d'exécuter une commande qu'on lui passe. La plus grande proportion de vols dans les joailleries, ce sont des commandes. Thionville, c'est le casse qui aurait pu mal tourner. Bah oui, là, ça aurait pu très mal tourner, quoi. Puisqu'il avait une grenade à la main, etc. Factice ou pas, je ne sais pas, enfin a priori elle n'était pas. Et Sulac est même obligé d'utiliser la menace d'une grenade pour s'enfuir. Je pense que c'était un échec ça, parce qu'il ne voulait pas que ça finisse comme ça. Ouais. Bon, il me disait, mais c'est vrai que j'ai une arme, je suis obligé pour faire peur, mais les 3 premières balles sont à blanc, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Et que va faire Sulac une fois qu'il s'est mis à l'abri? Eh bien, il va appeler Moréas. Il a voulu donner sa version des faits. Comment ça s'était passé, à quel point justement il était resté calme, à quel point il n'y avait pas de... Et qu'en face, en revanche, il avait des gens extrêmement, et c'est normal, extrêmement excités, énervés et vraisemblablement inquiets. Et en tout cas, ce qu'entend Moréas, c'est que Sulac vient de lui dire « Je raccroche, j'arrête, j'en ai marre ». Bruno et Stève ont décidé de se refaire une santé sous le soleil de Cannes. À un moment donné, Bruno dit à Stève « Et si on s'attaquait, encore une fois, à Cartier ?» La bijouterie Cartier de Cannes, c'est quelque chose de spectaculaire. C'est extraordinaire cette attaque, entre guillemets. On serait dans un film, on dirait « Waouh, c'est super beau quand même ». C'est un type extrêmement gonflé, qui aimait bien se déguiser, se maquiller, se transformer. C'était les premiers à l'époque qui travaillaient avec le petit talkie-walkie. Donc Steve fait le vigile dehors. Le gars, il arrive sur la croisette, en tennisman, avec son sac de sport, sa raquette de tennis qui dépasse. Il rentre chez Cartier, il demande à voir des bijoux. En quelques secondes, le personnel se rend compte que, en fait de raquette, c'est pas du tout un racket, c'est un vol. Les outils d'alarme, de pré-alarme, etc. étaient beaucoup moins sophistiqués. Aujourd'hui, honnêtement, c'est devenu quasiment impossible de casser une grande joaillerie, une grande bijouterie. Tout le monde se laisse faire, la bijouterie est raflée. Le magot est impressionnant. On a estimé que son butin, pour lui, était, c'est une estimation, environ 20 millions de francs à peu près. L'idée de descendre à Cannes d'une Rolls-Royce, habillé en tennisman, pour aller cambrioler l'une des plus grandes bijouteries du monde, à Cannes. Et comme ça, il faut être un peu frappé, quoi. Mais frappé dans le bon sens, quoi. Il faut avoir ce vrai grain de folie. Bravo. Là, on peut dire que Sulac a réussi un grand coup. Je pense fondamentalement que Bruno Sulac était beaucoup plus qu'un activiste, un artiste. Et la fuite est extraordinaire aussi. Cannes est bouclée puisque l'attaque est signalée. Vous ne pouvez pas partir par la route, vous ne pouvez pas partir par le train, vous ne pouvez pas partir par la mer. Je me suis laissé dire qu'il serait parti en avion. Dans un petit avion. C'est pas mal ça. Un coup tellement fabuleux que le PDG de Cartier va dire lui-même « Mon meilleur agent de publicité, c'est Bruno Sulac ». Chez nous, il est vu quand même 3 ou 4 fois.
3 fois sûr, et puis il y a cette fameuse épisode de New York dont on n'est pas sûr, mais qui pourrait bien être la 4e épisode. Donc c'était un client, quoi. Pas de quartier pour quartier. Telle est la devise publicitaire. Et c'est quand même étonnant de penser que le braqueur a besoin, en quelque sorte, de se confier auprès du policier. Il m'a raconté d'anecdotes, Moréas. Les seules réactions qui ont été contre Sulac, ça a été quand il a commencé à me téléphoner, parce qu'à un moment, je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et à force, c'était créé une sympathie entre le téléphone. Et c'est ça qui me raconte Moréas. Il me dit, mais j'ai failli me faire avoir, parce qu'un jour, il me dit, bon, et puis tant qu'on se court après l'un et l'autre, il va falloir qu'on prenne quand même, qu'on se rencontre et qu'on prenne un café ensemble. Et Moréas lui dit, ah oui, c'est vrai que ce serait une bonne idée. Et en même temps, Percute, il dit, ben non, je suis flic. Ah ben dis donc, si on prend un café, je t'arrête. Là, tu dis, ah non, alors on prendra le café plus tard. Je crois 2 ou 3 fois, il m'a donné rendez-vous. Bon, il n'est jamais venu. Hein. Il a bien fait quand même, mais bon. Pendant cette période, Bruno Sulac collectionne les identités différentes. Il est photographe, il s'appelle comme ceci, il se nomme comme cela. Il est en quelque sorte dans une espèce de confusion des identités. Ce personnage avait besoin d'une vie sociale. Il était obligé d'utiliser des faux papiers, etc. Et en fait, pour un type qui s'était évadé, j'ai l'impression qu'il était enfermé dehors. Il a vécu la vie de quelqu'un de différent, de quelqu'un qui est à part. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à se faire la vie qu'il voulait, la vie sociale, avoir des relations, des amis, des choses comme ça. Bruno, c'était quelqu'un qui avait besoin du contact humain pour vivre. Il avait besoin de cette liaison sociale, d'avoir des cartes de visite, d'avoir un numéro de téléphone, etc. Alors Bruno s'en va tout seul au Brésil. Je l'encourage, moi, à partir. Je lui dis qu'il a intérêt à partir, et loin, et à pas revenir. Parce que c'est la seule solution. Il a réellement envie de s'installer dans cette terre nouvelle pour lui. Seulement, il lui faut rapatrier l'argent qu'il a mis de côté. Il s'appuie sur un avocat qui s'appelle Milton. Tous les deux s'envolent vers le Portugal pour rejoindre la France. L'équipage qui va arriver à la frontière franco-espagnole est digne de figurer dans un film comique. Le véhicule s'avance vers la frontière. Les douaniers demandent à voir les papiers de la voiture. Alors là, Sulac est tranquille. Cette voiture, il a acheté à quelqu'un de fort convenable et il sait qu'il ne court aucun risque. Bon, ce jour-là, il s'est fait avoir par quelqu'un, c'est une certitude. La voiture qu'il a achetée est une voiture volée. Nous, on n'a joué aucun rôle dans cette histoire. Ça, c'est pas nous qui avons dit, parce que si on avait su qu'il passait la frontière, on aurait été à la frontière. Il a une perruque, des cheveux longs, une moustache fine de mousquetaire, et il commence d'un coup à se trémousser, à pousser des cris, à faire monter sa voix dans les aigus. En réalité, il explique aux douaniers, compatissant, qu'il est avec son ami. Vous comprenez, son ami. Ils sont tous les deux homosexuels et sa femme les pourchasse de toute sa haine. Ils veulent vivre ensemble, mais ils ne peuvent pas. Alors ils sont obligés d'utiliser une fausse identité. Du reste, il leur dit, je vous ai montré de faux papiers tout à l'heure. Je vais maintenant vous donner ma véritable identité. Je m'appelle Radissa Savic. Ce jour-là, Bruno Sulac a peut-être manqué de peau. Il est en prison sous sa fausse identité. Plus tôt, il aura pu réunir le montant de la caution que le juge demande pour lui accorder sa liberté, mieux il se trouvera. On peut penser par les écoutes téléphoniques qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi, je veux dire. Il est évident qu'il n'a pas pu faire appel à son avocat habituel. Me désigner à moi aurait été, si vous voulez, la piste qui aurait conduit à l'affaire d'Albi et à son complice, et à lui, bien sûr. Donc il ne me désigne pas. Je suis informée, par contre, de son arrestation. Il ne me désigne pas.
C'est très intelligent de sa part. Steve se préoccupe avec dévouement, mais une prudence obligée, à récupérer les fonds. Les choses traînent. Un dimanche, à l'Office central de la répression du banditisme, il y a un policier qui ne se repose pas. C'est une espèce d'obsédé de Bruno Sulac, il y en a eu, et il tombe à un moment donné sur la fiche d'arrestation concernant le fameux Radissa Savic. Et il se dit, mais Radissa, c'est le prénom de Steve. Il regarde la photo et elle ne lui rappelle absolument pas Sulac. Et pourtant, cet intersigne qu'il a su capter le préoccupe trop. Il vérifie les empreintes. Après tout, on s'aperçoit dans la réalité que c'est pas le nom qui les a titillés, hein, au bout du compte. C'est pas du tout le nom, je dirais à la limite, qui s'appelle de quelque manière que ce soit. C'est pas là-dessus que ça s'est fait. Ça s'est fait sur des empreintes. Ce sinistre dimanche des empreintes, bien évidemment, Bruno l'ignore. Le lundi matin, il s'attend à voir arriver son avocat, muni de la preuve du paiement de la caution, quand il voit arriver les hommes de l'OCRP. De nouveau, Bruno Sulac se retrouve à la maison d'arrêt de Gradignan. Il se débrouille, par l'intermédiaire d'un maton, de faire passer à Steve les plans de la prison. Honnêtement, c'était pas facile son plan, c'était pas évident quand même. Grâce à ce maton, qui a touché une belle somme d'argent, Steve est parfaitement informé des conditions dans lesquelles une évasion par la voie des airs peut être réalisée. Le dimanche, Steve, confiant, s'approche de l'héliporte. Il entre dans la salle habituelle où les rendez-vous ont lieu. Il est immédiatement braqué par des policiers qui sortent de tous les côtés. Il essaye de fuir en se contentant de courir. Et là, alors qu'il ne menace réellement personne, il est brutalement, bêtement abattu. Là, il est attendu. Hein. Là, manifestement, il est balancé. Il y a eu un échange de coups de feu, visiblement, donc voilà. Il a pris de mémoire, hein, il a pris une balle dans le dos. Ils l'ont abattu, purement et simplement. Je pense qu'effectivement, aucune précaution particulière n'a été prise pour procéder à son arrestation normalement. Ce ne sont pas les hommes de l'OCRB qui sont là. Ce sont les hommes de la police judiciaire. Mais là, d'une manière que la justice ne sanctionnera pas, un homme a été abattu qui ne méritait pas de l'être. Légalement, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un meurtre ou d'un crime, puisque l'on peut, hélas, dans notre droit, si vous voulez, pour empêcher quelqu'un de permettre une évasion, on peut lui tirer dessus. À un moment donné, ils ont dû côtoyer un indique très proche, et c'est ce qui a causé l'arrestation de Sulac et la mort de Steve. Puisque Steve a été assassiné, hein, ni plus ni moins. Cette mort injuste, cette mort dans le dos, elle va avoir des conséquences terribles sur la psychologie de Bruno. Le premier parloir que j'ai avec lui après la mort de Steve, c'est un parloir très dur, très dur. Alors il arrive en noir, il me dit bonjour d'un œil, d'une voix distraite, d'un œil distrait, et il s'assied et il s'effondre en larmes. Il est effondré, il est effondré. C'est comme s'il était mort lui-même. Pour lui, ça a été une cassure en tout cas. Steve, c'était le bras droit, c'était la cheville ouvrière. C'était celui qui permettait à l'association de fonctionner dehors. À partir du moment où Steve est mort, c'est fini. Non, après Steve, il n'y a plus rien de possible. Franchement, après Steve, il n'y a plus rien de possible. C'était deux frères. C'était deux frères. Moi, je pense que Steve a autant aimé Bruno qu'il m'a aimé moi. D'ailleurs, je crois qu'il l'a prouvé amplement en donnant sa vie pour son ami. Et je pense que Bruno aurait fait exactement la même chose. C'est la seule et unique mort de sa vie. Et quelque part, il accusait les flics, mais en même temps, il se sentait un peu responsable, je crois, de la mort de son copain. Là, la mort de Steve, c'est l'électrochoc, c'est le réveil.
Cette fois-ci, pour s'évader, Bruno Sulac a décidé d'utiliser la méthode du cheval de Troie. Pour lui, ce qui était difficile, c'était que c'était Fleury-Mérogis. Il va, à l'intérieur même de la prison, circonvenir le directeur adjoint et un gardien. Donc on parle de Snitter, sous-directeur de Fleury, jeune sous-directeur qui vient d'arriver. C'était un petit personnage, un petit bonhomme tout rougissant, qui rêvait d'être juge, qui rêvait d'une grande destinée. Qu'il a le sentiment de ne pas être à sa vraie place. Qu'il a le sentiment que si l'institution avait été juste à son égard, il n'occuperait pas ce petit poste de sous-directeur stagiaire, mais qu'il aurait un poste à la mesure de ses mérites. Il a été fasciné par Bruno, et je crois vraiment il a été fasciné par ce personnage, mais qui quelque part lui renvoyait l'image de ce que lui, de cette vie qu'il aurait aimé avoir tellement excitante ou tellement magnifique. Il jette sur Bruno un regard, il faut bien le dire, un peu amoureux. Moi, c'était les relations avec les hommes que je voyais. Pourquoi? Parce que aucune des femmes n'a participé à aucune des actions commises par Bruno Sulac. Et il se laisse soudoyer d'argent et d'espérance par Bruno Sulac. Un directeur de l'administration pénitentiaire qui a tout de même été convaincu du bienfait des œuvres de Bruno Sulac, bienfait des œuvres voleurs, et qui lui-même est devenu voleur par la suite. Plus un maton, Medj, un ancien commando de marine. J'ai eu l'impression, mais alors là c'est qu'une impression, qu'il avait tout monté dans sa tête. Le 17 mars 1985, on attend l'extinction des feux. Medj rejoint Sulac dans sa cellule. Il a en main un talkie-walkie et des explosifs. Les deux hommes disposent les explosifs le long de la fenêtre de la cellule et installent un détonateur à distance. L'explosion doit normalement servir de diversion. Tout le monde croira que Bruno s'est évadé par la fenêtre. Arrivé à la Tripale, qui est une sorte de passerelle qui relie plusieurs bâtiments, Medj abandonne là Bruno avec le talkie-walkie. Il doit lui à son tour se cacher dans le bureau que Snitter normalement a dû laisser ouvert avant de partir. Le jour où c'est décidé, il est évident que Snitter ne doit pas partir sans Bruno. Hein. Donc Snitter doit, étant de garde ce jour-là, il est dans ses horaires de travail, il quitte Fleury, il récupère sa voiture qui est garée en bas. À l'époque, les voitures des fonctionnaires étaient garées juste en bas du mur. Il doit prendre sa voiture et Bruno doit se laisser glisser du bureau où il est, du deuxième étage, tranquillement, et monter dans le coffre de la voiture de Snitter, le coffre qui doit être ouvert. Snitter doit arriver chez lui avec Bruno dans le coffre. Et là où ça dérape, c'est que Snitter va quitter Fleury sans Bruno. Donc il va arriver chez lui sans Bruno derrière. Malheureusement, et on n'a pas d'explication, le bureau est fermé à clé. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y avait du monde qui était chez Snitter et qui attendait Bruno. Ça c'est évident. Et que Snitter ne serait pas reparti si jamais il n'y avait pas eu quelqu'un qui lui avait demandé de repartir. Bruno ne doit pas, comme c'est prévu dans le plan, et c'est un point essentiel du plan, ce réfugié-là, il est obligé d'aller se planquer dans une autre pièce. Et c'est là qu'il va se faire surprendre par des gardiens qui, arrivés plus tôt que prévu, ont décidé d'aller boire une tasse de café. Ces trois gardiens qui se trouvent là alors qu'ils ne doivent pas être là, j'en connais pas beaucoup de gardiens qui viennent 3-4 heures avant à la prison parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire et que finalement ils aiment bien être là avant l'heure. Ça n'existe pas. Franchement, on a l'impression qu'on a essayé par une fermeture à un moment donné dans le plan de diriger Bruno vers un piège qui va lui être peut-être dans les minutes qui viennent fatal. Je ne pense pas que Snitter ait été télécommandé, il n'avait pas les épaules assez larges pour ça. Il était trop fragile. Alors cette fragilité a pu faire en effet qu'il a eu tellement peur en dernière minute qu'il est allé, qu'il s'est libéré près de quelqu'un et qu'il a laissé la chose courir et que donc ils étaient au courant. Mais en tout cas, de manière certaine, ils étaient au courant.
Il monte au 2e étage dans la salle de repos où Bruno se cache. Il entend les pas dans le couloir qui se précisent. Il entre dans une armoire pour se cacher. Les 3 gardiens entrent brusquement dans la pièce. Ils appuient sur l'interrupteur et jettent la pièce dans une lumière crue. Un crachotement léger se fait entendre. Bruno a oublié, le con! Il a oublié d'éteindre le talkie-walkie. Ce crachotement, ce petit bruit, les 3 surveillants l'entendent. Ils ouvrent la porte et ils se saisissent de Bruno. Et là-haut, il se fait bastonner. Ce qui va se passer maintenant, je suis obligé de le mettre au conditionnel. On ne saura jamais la vérité. Les 2 CRS qui effectuent leur ronde, 2 gardes mobiles, avec leurs chiens, ne s'attendent pas à découvrir ce qu'ils vont voir. Tout à coup, alors qu'ils cheminent, ils voient tomber à leurs pieds le corps d'un homme qui s'écrase sur le sol. Qu'il a été tabassé, ça c'est sûr, de toute façon, ça on le sait, on ne l'envisage pas. Ils ont voulu le cacher quand ils nous ont montré le corps, mais après on a eu tous les documents, donc on sait que le visage a été explosé par une barre de fer en 1001 morceaux et pas du tout lié à la chute. Il va avoir une fracture du crâne, il va avoir l'arête éclatée, les reins éclatés. Je vous parle de mémoire. Hein. Donc il va arriver en bas, c'est ce que j'ai toujours soutenu, comme un objet mort, pas comme quelqu'un, si vous voulez, qui est en pleine possession de ses moyens et qui est prêt à amortir la chute. Il va arriver comme un corps lourd. Donc ce corps inerte qui est tombé et qui a été vu par ces 2 gardiens avec leurs chiens, je vous le dis aujourd'hui, ça paraît incroyable, mais c'est une réalité, ils ont été mutés. On ne sait pas où et leur témoignage n'a jamais plus été recueilli dans cette affaire. Évidemment, le lendemain, tous les journaux font leur une sur, entre guillemets, la tentative d'évasion de Bruno Sulac qui a si mal tourné. La manière dont ça allait se faire, je pense que Bruno savait que ça allait induire sur un plan médiatique là, des choses beaucoup plus importantes, parce qu'il y avait un sous-directeur de prison, parce qu'il y avait un gardien, et que donc ça n'allait pas être comme les autres fois. Il est à l'hôpital, il se bat entre la vie et la mort. Il aurait sauté, disent les journaux, du 2e étage pour échapper aux gardiens qu'il avait découverts. L'histoire du blouson de mauvaise qualité, sûrement, qui a craqué au moment où il voulait tellement le retenir alors que lui, il voulait se jeter, honnêtement, c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est pas crédible une demi-seconde. Il va certainement être surpris par le nombre. Il va essayer d'enjamber, puisqu'en fait, il meurt en tombant, mais il ne meurt pas de sa chute. Il meurt, à mon avis, des coups reçus. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait des surveillants de prison à tuer un taulard qui essaye de s'évader. Bruno ne devient pas stupide d'une seconde à l'autre, même dans une situation extrême. Parce que, y compris dans les situations extrêmes, le principe était toujours simple. Ça peut se faire, ça peut se faire. Ça ne se fait pas, c'est pas grave. Il y aura une autre fois. Je veux dire, c'est pas... Tout ça n'est pas crédible. Donc il ne peut pas courir sur la fenêtre, l'ouvrir et dire « Mon Dieu, mais quelle horreur, je me suicide » parce que c'est pas possible. Voilà, ça n'est pas possible. Pour eux, pour leur gloriole personnelle, s'ils tombent sur un type qui s'évade et s'ils l'arrêtent, c'est quand même mieux que de le pousser par la fenêtre. Il n'y avait aucun intérêt, c'est ça que je veux dire. Pourquoi on l'aurait assassiné? Je veux dire, non, je crois vraiment que c'est un accident et c'est parce qu'il a cru à sa chance. Et ça aussi, c'est un point d'orgue, une sorte de ponctuation un peu musicale comme ça qui résonne. D'ailleurs, cet après-midi-là, je vais vous faire une confidence, hein, il m'a dit « j'ai une chance inouïe ». Mais je lui ai dit « mais laquelle ?» Et il m'a dit « tu verras ». Mais il m'a dit « c'est peut-être qu'un rêve ». C'est un type qui a fait des choses incroyables, extraordinaires au sens étymologique, qui sort de l'ordinaire et qui a toujours eu de la chance et qui a toujours eu de la chance. Et il fallait bien que ça finisse un jour, quoi. J'aurais bien aimé que ce rêve ne se réalise pas. Quelques jours plus tard, Bruno décédera sans que sa famille, à aucun moment, n'ait eu le droit de le voir. Là, il y a eu ce point d'orgue qui est venu. La chance, à un moment, elle s'est arrêtée, elle est restée quasiment suspendue dans le vide, quoi, jusqu'à la chute et à la mort. La polémique sur les conditions de sa mort,
on s'en doute, n'est pas à ce jour terminée. Ça n'a jamais été prouvé parce que quand vous avez un type qui est dans l'état où il était, et que vous avez une expertise médicale, c'est très difficile de faire la part des choses entre les coups qui peuvent avoir entraîné la mort et les coups et les blessures subies à la suite de la chute. Les enseignements de ces vies, couchées comme ça, hein, sur le bitume des prisons, ils sont terribles de conséquences. Le fait qu'ils disent « c'est la dernière évasion et après je change de vie », ça me paraissait presque trop beau. Vivre, on ne vit plus. Bruno Sulac vivait. Il en est mort, mais il vivait. Il a vécu dans le plaisir, c'est la chose, j'en suis persuadé. Et tant mieux pour lui. Est-ce que la vie donne à un être humain cette chance extraordinaire de vivre 2 vies en une seule? Si on fait la part des choses, et si on s'en tient au poids réel des existences, c'est pas un enseignement à suivre. Et la preuve, c'est que Michel, le frère de Steve, qui s'est laissé subjuguer par ces 2 modèles, les imite aujourd'hui dans ce qu'ils avaient de plus pénible, l'enfermement. Je m'appelle Michel Zivkovic, j'ai 43 ans, 18 ans de prison, assez. L'unique regret, et puis le choix que j'ai pris, c'est d'avoir causé tant de peine à ma mère.